élections législatives, qui, pour la 17e circonscription du Nord, le débat du premier tour, émission de Radio Scarpe Sensée et de la MJC de L'Ambre-les-Doués. Et un petit coup d'œil sur les chronomètres avec un trio de tête, Monsieur Honoré à 20 minutes 38, Monsieur Tesson à 20 minutes 06 et Frédéric Chéreau à 19 minutes 22. Un peu derrière, Monsieur Brouazin à 13h03 et Monsieur Flickiger à 14h32. On va encore évoquer deux thèmes dans cette émission avant de vous donner un temps d'expression à chacun. Et on va parler d'immigration. Alors, à l'occasion du démantèlement de la jungle à Calais et de l'arrivée de demandeurs d'asile dans le Douaisis, j'ai couvert, moi, l'organisation de leur prise en main et de leur prise en charge par des dispositifs d'État, leur accompagnement par des associations pour favoriser leur intégration, leur entrée dans le monde du travail, une fois leur situation régalisée. Alors, tous n'ont pas obtenu le droit de rester en France, d'autres travaillent encore aujourd'hui ici, mènent une vie presque normale et ont parfois accédé à la nationalité. Alors aujourd'hui encore, même si l'Angleterre n'est plus un but de destination finale, depuis la décision d'envoyer au Rwanda ceux qui s'y trouveraient, certains tentent toujours la traversée au risque de leur vie, enrichissant également des filières mafieuses, il faut le rappeler. Alors ma question juste, pour lancer ce débat, elle va être simpliste peut-être, j'en prends l'entière responsabilité, en tout cas elle sera directe. Qui est le coupable ? Qui est la victime? Et aujourd'hui, ne faut-il accueillir ici en France que des personnes dont nous pourrions avoir éventuellement besoin? Monsieur Brouazin. Alors nous, chez les Républicains, en termes d'immigration, on a 3 mesures qu'on prendra tout de suite. C'est expulser systématiquement les étrangers qui se trouvent sur notre territoire national et qui ont été condamnés, par contre, à une peine d'emprisonnement ou qui représentent une menace pour l'ordre public. Deuxième chose, ce serait un vote de quotas migratoires chaque année par le Parlement, y compris pour l'immigration familiale, pour permettre à la représentation nationale de choisir au nom du peuple français, au nom des Français, qui a le droit de séjourner ou non sur notre territoire. Et enfin, traiter les demandes d'asile en dehors de nos frontières nationales, mettre en place au niveau européen une liste pays tiers sûrs avec lesquels nous pourrons passer des accords pour que les demandes d'asile y soient traitées et que les demandeurs d'asile y soient renvoyés. Enfin, nous voulons et nous refusons la régularisation des clandestins, expulser les étrangers en situation irrégulière ou condamnés par la justice. Voilà. De précision, oui. J'entends expulser systématiquement les étrangers qui présentent un danger. Qui mesure... Non, voilà. J'ai pas dit qu'ils présentent un danger, j'ai dit qui ont été condamnés par une peine de prison ou qui représentent une menace pour l'ordre public. Qui représentent une menace pour l'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu atteinte à l'ordre public ou il n'y a pas encore eu atteinte à l'ordre public? À partir du moment où il y a eu atteinte à l'ordre public, cette personne sera systématiquement expulsée. Du moment où il y a eu? Du moment où il y a eu, bien sûr. J'avais besoin de cette précision pour bien comprendre les choses. Sur cette question de l'accueil et de quel accueil, dans quelles conditions, Monsieur Honoré? Alors, sur un principe déjà, là où je peux rejoindre un peu Monsieur Brouazin, sur l'idée d'une personne condamnée pour violence ou autre, tout fait, dès le moment où la personne est de façon irrégulière sur notre territoire, bien évidemment que cette personne n'a pas vocation à rester sur le territoire. Dès le moment où elle enfreint une règle de la République, je pense que ça doit être systématique, cette personne doit être accompagnée. Sur la question de l'immigration, le premier problème, on a essayé beaucoup de choses. Certaines choses ont fonctionné, d'autres ne fonctionnent pas. Je pense que la première chose à travailler est de voir avec les pays d'où viennent ces personnes étrangères, comment peut être régulé ce flux. Je pense qu'il faut au mieux discuter. On est, je pense, tous d'accord qu'on ne va pas mettre sur une guérite à Calais quelqu'un avec un fusil et tirer sur les bateaux qui vont arriver. Il est évident, un peu d'humanité quand même, qu'on ne laisse pas les gens mourir en mer quand ils arrivent sur nos côtes. Ça, je suis d'accord. Maintenant, il faut discuter avec les pays d'où viennent ces immigrés pour essayer de faire en sorte qu'ils ne viennent pas chez nous. Alors, est-ce que ça passe, c'est des questions qu'on se pose actuellement, est-ce que ça passe par exemple par instaurer dans les pays étrangers des discussions obligatoires? Je pense que ce sera nécessaire.
Il a été fait également le procès des OQTF non menés à terme. Ça suit un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que le problème des OQTF qui ne sont pas menés à terme, c'est qu'il y a un problème pour les exécuter et pour renvoyer ces personnes dans leur pays de naissance, entre guillemets, ou d'appartenance, c'est-à-dire que les pays eux-mêmes ne veulent pas les récupérer. Et c'est très compliqué. Et on a eu plusieurs cas où ces personnes sont raccompagnées dans des aéroports et on les voit revenir. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et je suis d'accord que les personnes sous OQTF représentent des dangers et il faut régler ce problème-là. La solution n'est pas si simple. Je ne vais pas vous dire que demain, que le 10 juillet, ça y est, tous les OQTF seront raccompagnés. C'est faux. Il faut trouver des solutions et ça passe malheureusement par une discussion avec les pays d'où viennent ces personnes. Alors justement, pour revenir aux OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, 7% des OQTF sont exécutés pour des raisons. Et la première raison, c'est qu'en effet, le pays ne veut pas récupérer la personne en question. Et vous nous proposez de parler avec ces pays-là. Comment allez-vous parler avec l'Afghanistan? Avec qui allez-vous parler? Avec l'Irak? Avec la Syrie? Alors, de toute façon, vous allez négocier. On ne va pas se mentir qu'avec ces pays-là et avec tout pays dans le monde, on a des intérêts communs, de toute façon. Je pense que dans un premier temps, discuter, et on l'a déjà fait, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'à un moment, il va falloir être un petit peu plus dissuasif. Alors, taper peut-être au porte-monnaie. Il faudra. De toute façon, il faudra trouver une solution. Comment vous allez taper au porte-monnaie en Syrie ou en Afghanistan? Il y a des discussions à avoir avec ces gouvernements-là. Moi, je n'ai pas, très honnêtement, la prétention de vous dire, voilà, j'ai la solution pour discuter avec ces États-là. Donc vous pensez que vous allez pouvoir réussir à négocier avec le gouvernement taliban en Afghanistan? Il faudra trouver des solutions. Ah ben justement. Ah mais si aujourd'hui, concrètement, on ne va pas se mentir, on ne va pas vous mentir, si aujourd'hui on nous reproche qu'il y a 7% d'OQTF effectués, c'est des chiffres qu'on vous communique, c'est que forcément, il y en a donc 93% qui ne le sont pas. Donc il y a un problème, et vous doutez bien que si aujourd'hui on avait la solution pour faire 100% d'exécution, elle serait faite. Il y a une solution aujourd'hui à ce problème qu'on n'a pas forcément, on cherche à trouver la solution, mais je suis d'accord avec vous qu'avec l'Afghanistan, avec la Syrie, on peut même aller plus loin. Comment pouvez-vous avancer le fait que vous allez facilement expulser tout immigré qui est en situation irrégulière? Vous l'annoncez d'une facilité et après vous revenez en disant c'est très compliqué, il faut trouver des solutions. Non, mais c'est une solution à trouver. Moi, ce que je vous explique juste avant, c'est qu'il faut éviter que ces gens-là arrivent sur le territoire. Alors, c'est le premier problème. Il y a des négociations à avoir. Après, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas. Et ça n'engage, comme M. Chéreau tout à l'heure disait, ça n'engage que moi, mais il y a peut-être un immigré qui arrive sur notre territoire coûte de l'argent. On va pas se le cacher, de toute façon. Peut-être qu'il y a des négociations financières à mener avec ces pays-là. Je ne sais pas. Il faut trouver, là honnêtement, il faut trouver une solution. Si il faut mettre la main au porte-monnaie et doser un petit peu cette histoire de coût par rapport à la France, il faut se poser la question. Mais je n'ai pas de solution préconçue aujourd'hui, pour être très honnête avec vous. Monsieur Chéreau, on lit dans votre programme que finalement, la question de l'accueil de ces populations, c'est peut-être une réponse à apporter aux défis démographiques auxquels est confrontée la France, une alternative au réarmement, en quelque sorte. C'était le terme employé. Oui, alors de fait, vous prenez la question sous cet angle-là, de fait, l'Europe est aujourd'hui un continent en train de vieillir très rapidement et qui va se dépeupler. Les nouvelles générations, d'ailleurs, sont de plus en plus réduites en France. Mais ça, c'est un autre sujet. Je reviens plus précisément sur cette question de l'immigration. Moi, je constate qu'on a, par exemple, ici à Douai, beaucoup de personnes qui sont sous OQTF, on en parlait à l'instant, obligation de quitter le territoire français. Et il m'est déjà arrivé de dire au sous-préfet, écoutez, monsieur le sous-préfet, ils sont sous OQTF, raccompagnez-les. Moi, je ne peux pas leur donner un boulot. Je ne peux pas leur donner un travail. Donc soit vous assumez que ces personnes sont sur le territoire, qu'elles ne le quitteront pas, et on se donne les moyens de les former, de leur apprendre les modes de vie français, de leur apprendre les valeurs de la République, de leur permettre de bosser, d'habiter quelque part, ou alors vous les raccompagnez. Oui, de fait, il n'y a que 7% des OQTF qui sont exécutés, pas seulement pour des questions financières, mais ça a été très bien dit, parce que la plupart des pays, même des pays structurés, développés comme l'Algérie, ne veulent pas forcément les récupérer. Et d'autres pays encore dans le monde. C'est très compliqué d'appliquer ces obligations de raccompagnement quand même on sait d'où vient la personne. Parce qu'il y a pas mal de gens qui brûlent leur passeport et qui ne vont pas vous dire de quel pays ils viennent.
Alors, ce phénomène, il faut le regarder avec lucidité. On a en face de nous des gens qui sont prêts à risquer leur vie et celle de leurs enfants pour traverser les Méditerranées, venir en France, traverser le Moyen-Orient, etc. Et les pays d'Europe sont peut-être même pas les plus concernés. Les plus grands pays d'accueil dans le monde sont en Amérique latine, sont en Afrique, sont en Asie du Sud-Est. Les migrations concernent le monde entier. Donc, nous organiser à une échelle européenne me paraît de toute façon indispensable. C'est à ce niveau-là qu'on peut agir bien. Deuxièmement, s'organiser en ne paniquant pas, en gardant en tête nos valeurs humaines fondamentales. Le droit d'asile est une fierté de la France, l'asile politique. Et nous défendons aussi l'asile climatique. Ça ne veut pas dire d'accueillir tout le monde, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui sont en danger objectif dans leur pays. Ça veut dire aussi se donner les moyens, pour ceux qui resteront, de les accompagner et de faire en sorte qu'elles et ils deviennent des bons Français, si je puis dire, en tout cas intégrés à notre pays. Il y a d'ailleurs un sujet là-dessus, c'est que pas mal de personnes ont été extrêmement traumatisées par les épisodes qu'ils ont vécus pendant leur trajet. Il y a des personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques importantes. Je pense que c'est un sujet sous-évalué, mais ce sont souvent ces personnes-là qu'on retrouve dangereuses sur l'espace public. Et je pense que là aussi, il y a des soins qui sont nécessaires. En tout cas, ce n'est pas un sujet qu'on peut prendre en balançant des slogans, c'est un sujet complexe, c'est un sujet mondial, et c'est un sujet sur lequel la France doit se coordonner avec ses voisins européens. Mais juste une question, est-ce que vous abrogez la loi sur l'immigration, la loi immigration? Parce que vous parlez de détricoter. Oui, nous l'abrogeons dans sa forme actuelle et il faut en écrire une autre. Le droit du sol, voilà, qui est remis en cause parce que voilà, on a entendu parler de votre programme, ça figure dans d'autres programmes. Voilà, l'abandon du droit du sol. Je ne pense pas que ce soit un sujet aujourd'hui. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est pour ceux qui rentrent dans notre pays et dont on sait qu'ils ne repartiront pas pour tout un tas de raisons, par exemple parce qu'ils ont brûlé leur passeport ou que le pays d'origine ne veut pas les récupérer, comment on fait pour les intégrer dignement, leur donner une place et leur enseigner le mode de fonctionnement de notre pays. Le vrai sujet, il est là. Alors, Monsieur Tesson, c'est pas un sujet, pourtant ça figure dans votre programme, c'est pas le vrai sujet selon Monsieur Chéreau. On a entendu dire les OQTF, c'est très compliqué. Voilà, ils l'ont tous dit à mettre en œuvre. Et vous dites, bah si, nous on va le faire. Comment? Alors vous avez dit que votre question tout à l'heure était simpliste. Je pense qu'elle était un peu orientée, mais bon, c'est pas grave. Alors moi, ce qui me fascine dans cette affaire d'immigration, c'est à quel point ça démontre l'impuissance devant laquelle nous nous trouvons. Et pas seulement d'ailleurs sur l'immigration, mais là c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire d'être face à une situation contre laquelle visiblement les gouvernements ne parviennent absolument pas à trouver de solution. Je vous donne quelques chiffres, moi, à mon tour, parce que je ne suis pas dans... Parmi les migrants, comme on dit aujourd'hui, qui sont en fait des clandestins, puisqu'ils rentrent de manière illégale dans notre pays, dans les migrants, c'est 6% qui relèvent réellement du droit d'asile. Monsieur Mouetter, vous parlez de l'Afghanistan, oui, eh bien beaucoup d'Afghans relèvent de cette catégorie-là, et tant mieux, on les protège, ils sont en France, donc on ne les renverra pas chez les talibans, puisque vous avez posé la question à monsieur Honoré. Après, il y a l'autre sujet, c'est la masse absolument invraisemblable, et de plus en plus importante, et là, le bilan du gouvernement Macron est quand même terrible, c'est-à-dire que quand on regarde combien de clandestins sont rentrés en France, c'est absolument phénoménal. Et je pense qu'on est au début, bien sûr, d'un mouvement qui ira peut-être plus loin. Et juste un mot sur ça, et après je parlerai de nos propositions. Mais quand je regarde là les propositions du Front populaire, c'est 3 millions de clandestins en un an. Hein, parce que tout est fait dans ce programme pour favoriser l'arrivée de ce qu'on appelle les exilés. Alors, moi, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les exilés climatiques. Il faudra que vous m'expliquiez, M. Chéreau, où c'est. Parce que ça m'intéresse. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais, pardon. Les propositions. Vous savez, le droit du sol, c'est pas tabou. C'est-à-dire là, on a vu dans les médias toutes sortes de remarques comme quoi ça relevait du XVIe siècle. Alors moi, je suis un prof d'histoire, je ne sais pas, au XVIe siècle, c'était quoi les pays d'État, les pays d'élection? C'était les parlements de Paris, le parlement de Flandre. Enfin, bon, moi je ne sais pas. Ce que je sais du droit du sol, c'est que ça a été en fait mis en place de manière claire et nette par Napoléon Ier,
qui partait du principe que dès qu'on habitait en France, on était français. Pourquoi? Parce que comme ça, on pouvait faire la guerre. Ça marchait comme ça. Et en 1851, comme par hasard c'est le neveu, on a encore impliqué le principe du droit du sol pour profiter justement de cette possibilité. On doit se poser la question. D'ailleurs, le droit du sol, il est même un petit peu modifié pour Mayotte, dont parle d'ailleurs le programme là. Je vous conseille de le lire, c'est tout à fait intéressant. Donc je pense qu'on propose un certain nombre de choses pour pouvoir absolument reprendre le contrôle. Personne ne peut nier que l'afflux très important de population d'origine immigrée pèse évidemment de manière phénoménale sur toutes nos dépenses publiques. Et il y a un élément, et je finirai sur ça, c'est un élément que tout Français, et on entend ça quand on parle avec les gens dans la rue, même soi-même, hein, comment peut-on expliquer aux Français qui cotisent, par exemple, pour l'assurance maladie, que lorsqu'ils vont se faire soigner, ils doivent payer de leur poche le reste à charge, alors qu'ils cotisent, et que de l'autre côté, on a donc des populations qui viennent en France sans autorisation, qui sont soignées 100% gratuits. Moi, ça, c'est un truc... Vous voyez, j'ai eu le bonheur et l'honneur de travailler, j'étais le directeur de cabinet Fadéa Amara. Je m'entendais très très bien avec elle, le seul sujet sur lequel nous nous accrochions, c'était celui-ci. Et je pense que, pour le coup, elle avait tort. Je vois que ça fait réagir M. Chéreau. Vous voulez réagir? Oui, deux choses. Si on supprime l'aide médicale d'État, ça va simplement faire des gens dans la précarité sanitaire qu'on va retrouver aux urgences dans un état beaucoup plus grave. Donc ça coûtera aussi cher, voire plus au système de santé. 2, les immigrés sont en moyenne plus jeunes, se soignent moins que les autres, et globalement, et c'est les chiffres de l'INSEE, ils cotisent davantage au système de protection sociale qu'ils n'en consomment. Et en plus, ce sont des gens qui bossent, ce sont des gens qui consomment, qui mettent leurs enfants à l'école, etc. Donc, ils participent à l'économie du territoire. Donc, on peut avoir tous les arguments qu'on veut sur l'immigration, mais on ne peut pas entendre l'argument économique. Les immigrés, globalement, et c'est l'INSEE qui le dit, sont favorables au système économique français. Voilà. Alors, Monsieur Broisa, justement, les traités du Touquet ont été remis en question par le RN. Et alors, quelle est votre position par rapport à ça? Les traités du Touquet? Oui, le traité du Touquet. Oui. Bah écoutez, moi je suis... je vais vous dire très clairement, la ligne des Républicains, nous, je vous l'ai énuméré tout à l'heure. Je vous l'ai dit de ce qu'on voulait réellement faire. Donc moi je suis sur cette ligne-là et j'en dérogerai pas. Voilà. Donc le traité du Touquet, si vous voulez, on peut l'abroger. Il faut l'abroger. Ah, il faudrait l'abroger alors. Pour moi, il faudrait l'abroger. Ah d'accord, il faudrait l'abroger. Ouais. D'accord. Et pour mettre la frontière où à ce moment-là? Comment? Pour mettre la frontière où? Le contrôle douanier? Le contrôle douanier directement au niveau du port. Au niveau du port, c'est-à-dire? Oui. Lequel? Oui. Bah, au niveau du port du Nord, quoi, dans le Nord. Bah, c'est déjà le cas, monsieur. Je me permets, il est quand même compliqué de renégocier le traité du Touquet face au Royaume-Uni. Enfin, ça me paraît compliqué. Alors pourquoi? Ben, il est... bon, ça se passe directement donc sur les côtes du Nord, forcément, le traité du Touquet, pour ceux qui... Je pense qu'il est bien de préciser, c'est un traité qui a été pris donc entre la France et la Grande-Bretagne, pour être, on va dire, le plus simpliste possible. Et ce traité a été difficilement adopté avec le Royaume-Uni. Je pense que tel qu'il est fait aujourd'hui, il reste, je pense, à ce jour, toujours d'actualité. On a, par exemple, grâce à ce traité du Touquet, des gendarmes qui sont sur nos côtes françaises, donc à Calais, par exemple, qui surveillent donc, tout ce qui est migration venant de la Grande-Bretagne. À mon sens, après je redonnerai la parole à M. Voisin, mais à mon sens, je pense qu'il est important de le maintenir. Il y en a très peu qui viennent de Grande-Bretagne. Ça existe. Ça existe. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Je ne suis pas sûr que les barbelés installés soient à destination. Mais ils ne viennent pas forcément de la route. Ils viennent pas forcément de la route. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un gendarme de la gendarmerie d'Arleux qui travaille toujours le week-end et qui est toujours de mission sur Calais. Et il m'explique qu'il n'est pas rare qu'il saute à l'eau pour aller chercher des migrants en mer, malgré que ce soit la Grande-Bretagne à côté. Tout ne se passe pas par la route. Qui aujourd'hui vont peut-être refaire la Grande-Bretagne pour ne pas partir au Rwanda, peut-être. Qui sait? Voilà. Monsieur Flickiger, on vous a pas entendu? Oui, mais moi, toute cette campagne sur l'immigration, je la trouve écœurante et révoltante.
Voilà. Alors moi je sais bien que ça ne va pas plaire à M. Tesson, mais je suis pour la liberté de circulation et d'installation. Parce que Nul n'est parfait. les travailleurs ont toujours dû se déplacer pour aller là où il y avait du boulot. Parce que nous, on n'a que ça. On n'a que nos mains, on n'a que notre tête, on n'a que nos jambes, et il faut qu'on aille là où il y a du boulot. Combien ici sont les descendants de gens qui sont venus de Pologne, du Maghreb, d'Italie Combien ici ont eu leurs grands-parents ou leurs parents qui ont dû être des migrants eux aussi en 1940 ? Et peut-être demain, ce sera nous qui devrons aller ailleurs. Donc oui, les frontières, penser que ça nous promet, que ça nous protège, c'est une naïveté. Les frontières, ça ne protège que les riches. Pour les pauvres, c'est toujours un enfermement. Et regardez l'Europe qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. C'est devenu une forteresse. Il y a des milliers de kilomètres de barbelés. C'est ça qu'on veut. On veut vivre derrière des barbelés avec des millions de gens affamés qui se noient dans la Méditerranée. Non, ça, ce n'est pas une perspective. En fait, tout ce débat, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout ce débat, c'est fait pour qu'on oublie que la vraie division, elle n'est pas entre les Français, les immigrés, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'en ont pas. Elle est entre ceux qui travaillent et les capitalistes. Et cette division-là, on nous parle de cette campagne pour que précisément on n'y réfléchisse pas. Non, justement, par rapport à la comparaison avec l'immigration qu'on a connue dans les années précédentes, elle répondait quand même à des métiers en tension. Aujourd'hui, actuellement, on autorise toujours les visas pour les personnes avec des métiers en tension. Et c'est pour ça que la question de est-ce qu'on peut comparer les migrants économiques d'il y a 40 ans à ceux d'aujourd'hui ? Mais que ce soit les migrants d'il y a 40 ans ou d'aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent un coin de terre où vivre. Et on va leur refuser. D'autant plus que ce sont des gens qui, bien souvent, fuient des guerres et la misère qui sont créés par nos propres pays, qui sont créés par nos propres grandes entreprises. Quand vous avez un chalutier français qui pêche au large du Sénégal, que tout un village meurt, ben oui, il y a des jeunes qui cherchent à traverser la Méditerranée pour venir là où ils peuvent vivre. Et alors, on va leur refuser. Quand ils arrivent, ce sont des gens qui travaillent, qui construisent le pays et qui font que toute la richesse nationale, vos maisons, les travailleurs dans les EHPAD, les gens qui font la vaisselle dans les restaurants, les gens qui pédalent sur les Uber, eh ben, ce sont des travailleurs. Une bonne partie sont immigrés et ils contribuent. Ils sont bien plus utiles que cette poignée de milliardaires. Alors je suis désolé, je reviens toujours à ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ce sont eux qui profitent. Et ben moi je dis bienvenue à ceux qui viennent construire, produire des richesses et débarrassons-nous de ceux qui vivent sur notre dos. Monsieur Tesson, je vous ai vu réagir, surtout quand on a entendu ce sont des gens qui viennent pour travailler. Non, ce qui m'a fait réagir, c'est que, pardon, moi j'ai vécu au Sénégal, et je ne suis pas certain que les pêcheurs qui venaient dans le Bandarguin prenaient le poisson des gens qui, à Gorée, à Dakar, pêchent à leur tour. Donc vous avez le droit de vivre au Sénégal, et les Sénégalais n'ont pas le droit de tout. vivre en France. C'est dans les zones internationales, je vois la vous savez mentalité. très bien. Enfin, c'est des zones internationales. Voilà. Ça ne prend pas le poisson. Vous avez fait une bonne démonstration. Très bien, merci.